Bonsoir, 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 bonsoir. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture où je vais continuer de vous lire Peter Pan. La dernière fois, c'était il y a un petit moment, mais on s'était arrêté au chapitre 8 et c'est donc là que je vais continuer aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer vos yeux si vous le souhaitez et de commencer cette lecture avec La lagune aux sirènes. Si vous fermez les yeux, avec un peu de chance, vous apercevrez parfois un vague étang aux teintes pastel suspendues dans le noir. Pressez vos yeux un peu plus fort, l'étang prendra forme. Les couleurs deviendront si vives que si vous pressez encore, elles s'embraseront. Mais juste avant qu'elles ne s'embrasent, vous verrez la lagune. C'est le point suprême que vous puissiez atteindre sur le continent. Et seulement l'espace d'un délicieux instant. S'il pouvait y avoir 2 instants, alors vous verriez les vagues et entendriez le chant des sirènes. Les enfants passaient les longues journées d'été sur la lagune, à nager, flotter, jouer dans l'eau avec les sirènes. N'en concluez pas que les sirènes les traitaient en amis, bien au contraire. Ce fut l'un des plus vifs regrets de Wendy de voir que, tout le temps qu'elle vécut dans l'île, elle n'en reçut jamais un mot poli quand elle longeait à pas feutrer le bord de la lagune. Elle pouvait les voir par la fente d'un rocher, se dorant au soleil sur l'îlot des abandonnés, pour lesquels elles avaient une prédilection, ou peignant leur chevelure avec une indolence qui irritait la fillette. Il lui arrivait de nager vers elle pour ainsi dire sur la pointe des pieds, jusqu'à une dizaine de mètres. Mais dès qu'elle l'apercevait, elle plongeait en l'éclaboussant, tout exprès de leur queue. Seul Peter jouissait d'un régime de faveur. Il venait bavarder avec elle sur le rocher des abandonnés et s'asseyait à cheval sur leur queue quand elles se montraient pas trop insolentes. Il avait même donné à Wendy un de leurs peignes d'écailles. La période la plus fascinante pour observer les sirènes est celle du changement de lune, lorsqu'elles émettent d'étranges gémissements. Mais alors la lagune est dangereuse pour les mortels, et jusqu'au soir dont il va être question. Wendy n'avait jamais vu la lagune au clair de lune, moins par peur, car Peter l'aurait accompagnée, que parce qu'elle exigeait que tout le monde fût au lit à 7 heures. Elle aimait se rendre à la lagune, surtout les jours où le soleil brillait après la pluie. C'est alors que les sirènes se rassemblaient, par centaines, et jouent avec des bulles multicolores, faites d'eau et d'arc-en-ciel. Elles s'en servaient comme de ballons, qu'elles se lancent l'une à l'autre d'un coup de queue, jusqu'à ce qu'elles éclatent. Les 2 extrémités de l'arc-en-ciel forment les buttes, et les gardiennes de but n'ont le droit de servir que de leurs mains, Plus les sirènes sont nombreuses, plus le spectacle est attrayant. Dès que les enfants essayaient de se joindre à elles, ils se retrouvaient seuls entre eux car les sirènes s'évanouissaient aussitôt. Néanmoins, nous avons la preuve qu'elles observaient en cachette les intrus et n'avaient pas honte de leur emprunter des idées. Ainsi, John introduisit une nouveauté dans le jeu que les gardiennes de but adoptèrent et qui consistait à frapper la bulle de la tête au lieu de la main. C'est un des vestiges du passage de John dans l'île
rocher n'était guère plus large que leur lit. Mais ils savaient ne pas prendre trop de place. Les garçons sommeillaient ou feignaient de sommeiller et se pinçaient dès que Wendy tournait la tête, car elle était très occupée à coudre. Soudain, un changement survint dans la lagune. De petits frissons coururent à la surface de la mer. Le soleil s'obscurcit. Des ombres passèrent sur l'eau qu'elles refroidirent. Wendy, incapable de distinguer les points de son ouvrage, leva les yeux. La lagune, d'ordinaire si riante, avait pris un aspect hostile, inquiétant. Ce n'était pas la nuit, mais quelque chose d'aussi sombre que la nuit qui était venue. Non pis que cela, c'est quelque chose n'était pas encore là, mais avait été envoyé sur la mer un frisson avant-coureur pour annoncer sa venue. Qu'était-ce donc? Alors affluèrent à la mémoire de Wendy toutes les histoires qu'on lui avait contées au sujet de l'îlot des abandonnés. Ainsi, nommé parce que des méchants de capitaines y abandonnaient des marins promis à un prompt naufrage. En effet, la marée montante ne tardait pas à submerger totalement le rocher et les noyer. Certes, Wendy aurait dû réveiller les enfants, non seulement à cause de cette chose inconnue qui venait vers eux, mais parce qu'il est malsain de dormir sur de la pierre froide. Mais Wendy, étant une jeune maman, ignorait ce détail et croyait bien faire en se tenant strictement à la règle de la sieste d'une demi-heure après le repas. Aussi, bien que transie de peur et souhaitant ardemment ouïr une voix virile, s'interdit-elle jusqu'au bout de les réveiller, même au moment où elle perçut un battement sourd d'aviron ennemi. Par bonheur pour eux tous, Peter était capable de sentir un danger jusque dans son sommeil. Il se dressa d'un bond, l'œil vif et ouvert, et d'un cri réveilla ses compagnons. Puis il tendit l'oreille et s'écria « Les pirates !» Les autres se serraient contre lui. Un étrange sourire jouait sur sa figure. Wendy s'en aperçut et frémit. Lorsque Peter souriait ainsi, personne n'osait plus lui adresser la parole. Il n'y avait plus qu'à obéir. L'ordre claqua sèchement. Plongez. Il y eut comme un feu d'artifice de jambes nues. Puis la lagune sembla totalement déserte. Le rocher des abandonnés se dressait solitaire au milieu des eaux sombres, comme abandonné à son tour. La barque se rapprochait. C'était le canot des pirates, avec 3 personnes à son bord, Smee et Starkey, et rien moins que Lys Tigrée prisonnière. Ses mains et ses chevilles étaient ligotées, et elle n'ignorait pas le sort qui l'attendait. Elle allait périr, abandonnée sur le rocher, d'une mort plus terrible pour quelqu'un de sa race que la mort par le feu ou les tortures. Car n'est-il pas écrit dans le livre de la tribu: il n'est dans l'eau aucun chemin qui mène au terrain de chasse céleste. Néanmoins, son visage ne reflétait aucune émotion. Fille de chef, elle devait mourir en fille de chef. Un point, c'est tout. On l'avait capturée alors qu'elle montait sur le bateau pirate, un poignard entre les dents. Crochet ne laissait jamais de guetteur à bord, car il se targuait de ce que son sinistre renom suffisait pour tenir l'ennemi à bonne distance. Et bientôt, le triste destin de Lys Tigrée irait encore accroître ce renom, et le vent se grossirait d'un gémissement de plus. Plongés dans les ténèbres qu'ils amenaient avec eux, les pirates ne virent le rocher que lorsqu'ils faillirent s'écraser dessus. Lof, marin d'eau douce, cria une voix
rocher et à l'abandonner à son sort. La belle enfant fut débarquée sans ménagement, mais elle était trop fière pour opposer une vaine résistance. Derrière le rocher, deux têtes, celle de Peter et de Wendy, apparaissaient de temps en temps hors de l'eau. Wendy pleurait. C'était la première fois qu'elle assistait à une tragédie. Peter en avait vu bien d'autres et les avait toutes oubliées. Il se souciait moins que Wendy de la victime. Ce qui l'indignait et le décida à intervenir, c'était ce 2 contre 1. Le moyen le plus sûr eût été d'attendre le départ des pirates, mais Peter n'était pas de ceux qui choisissent la facilité. Et comme il savait tout faire, ou presque, il se mit à imiter la voix de Crochet. « Ohé du canot, marin d'eau douce !» L'imitation était parfaite. « Le capitaine !» firent les pirates en se regardant l'un l'autre d'un œil étonné. « Il doit nager à notre rencontre, dit Starkey, après avoir vainement scruté les alentours. « Nous sommes en train de débarquer la peau rouge sur le rocher, cria Smee. « Relâchez-la !» La réponse avait de quoi surprendre. La relâcher. Oui, détachez-la et rendez-lui sa liberté. Mais, capitaine, immédiatement, vous m'entendez, ou je vous plonge mon crochet dans le corps, cria Peter. Voilà qui est étrange, souffla Smee. Mieux vaut obéir aux ordres du capitaine, dit Starkey, nerveux. Bon, dit Smee. Et il trancha les cordes qui liaient l'Istigré. Celle-ci glissa comme une aiguille entre les jambes de Starkey et plongea. Wendy se sentait débordante d'admiration pour Peter, mais elle savait que lui-même devait crever d'orgueil. Il allait très probablement pousser son cocorico triomphal et se trahir lui-même. Aussi voulut-elle lui mettre la main sur la bouche, mais son geste fut interrompu par un « Ohé du bateau !» qui résonnait sur la lagune. C'était la voix de Crochet, mais la vraie cette fois, sur le point de chanter victoire. Peter ne put émettre qu'un sifflement étonné. « Ohé du bateau !» cria de nouveau la voix. Wendy comprit aussitôt. Le vrai Crochet se trouvait lui aussi dans l'eau. Il nageait vers le canot et ses hommes lui tendaient une lanterne pour le guider vers eux. À la clarté de cette lanterne, Wendy vit le crochet du capitaine agripper le bord de l'embarcation. Elle vit sa vilaine face bistrée, et lorsqu'il émergea ruisselant d'eau, tremblante, elle aurait voulu s'éloigner à la nage. Mais Peter refusa de bouger de là. Il débordait de vie autant que de suffisance. « Ne suis-je pas merveilleux ?» souffla-t-il. Bien qu'elle ne partageât cette opinion, elle se réjouit que personne d'autre qu'elle ne fût là pour l'entendre. Il lui fit signe d'écouter en silence. Les deux pirates étaient curieux de savoir ce qui amenait le capitaine. Mais ce dernier demeurait prostré dans une attitude mélancolique, la tête appuyée sur son crochet. « Tout va bien, capitaine ?» demandèrent-ils timidement. Un sourd gémissement leur répondit. « Il a soupiré » chuchota Smee. « Il soupire encore » fit Starkey. « Et il remet ça » dit Smee. « Qu'est-ce qui ne va pas, capitaine ?» Enfin, Crochet laissa éclater son désespoir. « Rien ne va plus » s'écria-t-il. « Les garçons ont trouvé une maman. » Si effrayée qu'elle fût, Wendy se sentit gonflée de fierté. « Oh, jour néfaste !» s'exclama maître Starkey. « Qu'est-ce que c'est qu'une maman ?» demanda l'ignorant Smee. Puis, elle songea que s'il avait été possible d'avoir un chouchou pirate, Smee eût été le sien. Mais Peter la tira sous l'eau, car Crochet avait sursauté à son cri. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-il. « Je n'ai rien entendu » dit Starkey en élevant sa lanterne au-dessus de l'eau. Les pirates aperçurent alors une chose étrange. C'était le nid dont je vous avais déjà parlé,
oiseau imaginaire assis dessus. Regarde, dit Crochet à Smee, voilà une mer, quelle leçon! Le nid peut bien tomber à l'eau, la mer désertera-t-elle ses œufs pour autant? Non. Sa voix se brisa, comme s'il se remémorait soudain les jours innocents où, mais il chassa cette faiblesse d'un revers de Crochet. Fortement impressionné, Smee regardait l'oiseau s'éloigner, mais Starkey, plus soupçonneux, dit alors: s'ils ont trouvé une maman, peut-être est-elle venue pour aider Peter. C'est précisément ce que je crains, dit Crochet avec une grimace. Mais la voix impatiente de Smee le tira de son abattement. Capitaine, disait Smee, et si nous kidnappions la mère de ces garçons pour en faire notre mère? Voilà une idée géniale, s'écria Crochet, dont le cerveau puissant conçut aussitôt les moyens pratiques de le réaliser. Nous nous emparerons des enfants et les mènerons à bord. Les garçons se promèneront sur la planche et Wendy sera notre mère. Une fois de plus, Wendy s'oublia. Jamais, cria-t-elle, et elle replongea sous l'eau. Qu'est-ce que c'était? Mais les pirates ne voyaient rien et crurent que c'était une feuille portée par le vent. Alors c'est d'accord, mes agneaux, demanda Crochet. Topez-la, capitaine, dirent les deux hommes en tendant la main. Topez-la et jurez, dit Crochet en tendant sa griffe. Tous trois prêtèrent serment. Soudain, Crochet se souvint de Listigre. Où est la peau rouge? Demanda-t-il. Comme il aimait parfois à plaisanter, Smee, le croyant d'humeur patine, répondit d'un ton satisfait. C'est fait, capitaine, nous l'avons relâché. Relâché, conformément à vos ordres, bredouilla le maître d'équipage. Vous nous avez crié de la libérer, confirma Starkey. Scorbut et choléra, n'essayez pas de me rouler, donna Crochet, noir de fureur. Mais voyant que les deux hommes étaient sincères, il éprouva un choc. Les gars, dit-il, d'une voix mal assurée, je n'ai jamais donné un tel ordre. Extrêmement louche, dit Smee, qui se trémoussait mal à l'aise. Crochet haussa la voix, mais elle tremblait un peu. Esprit qui, cette nuit, hante ces sombres lagunes, cria-t-il. M'entends-tu? M'entends-tu? Oups. Naturellement, Peter aurait dû se tenir tranquille. Naturellement. Il ne le fit pas et rebondit aussitôt en prenant la voix de Crochet. Scorbut et choléra, je t'entends. Quoique moralement vert de peur, Crochet ne blêmit même pas, mais Starkey et Smee se cramponnèrent l'un à l'autre de terreur. Qui es-tu, étranger? Parle, ordonna Crochet. Je suis Jack Crochet, le capitaine du Jolly Roger, répliqua la voix. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, répliqua Crochet d'une voix enrouée. Mort de mes os, rétorqua la voix. Répète-le encore une fois et je te harponne. Crochet voulut recourir à des manières plus patelines. Si tu es Crochet, dit-il presque humblement, alors dis-moi, qui suis-je donc? Une morue, répondit la voix. Rien d'autre qu'une morue. Une morue, répéta Crochet hagard. Sa vaillance ne résista pas à ce choc. En outre, ces hommes l'abandonnaient. Ainsi nous avons été commandés si longtemps par une morue, grommelèrent-ils. C'est déshonorant. Ses propres chiens essayaient de le mordre, mais dans sa tragique solitude, il n'y prit pas garde. Contre une telle évidence, ce n'était pas leur confiance qu'il avait besoin, mais de la sienne. Il sentait son moi lui échapper. Ne fais pas ça, mon frère, implora-t-il. Comme chez tous les grands pirates, il y avait dans son âme ténébreuse cette pointe de sensibilité féminine qui lui inspirait parfois d'heureuses intuitions. Et il eut soudain l'idée d'essayer le jeu des devinettes. Crochet, lança-t-il. As-tu une autre voix? Incapable de résister à la tentation, l'espiègle Peter répondit gaiement, de sa voix naturelle. Oui, j'en ai une.
Crochet. Non. Un minéral. Non. Un homme. Oh ça non alors. Un garçon. Oui. Un garçon ordinaire. Non. Un merveilleux garçon. Au grand désespoir de Wendy, cette fois la réponse fut oui. Vis-tu en Angleterre? Non. Ici. Oui. Complètement déconcerté, Crochet s'épongea le front et dit aux autres: à vous de lui poser des questions. Smee réfléchit. Je ne sais pas quoi demander, dit-il à regret. Vous ne devinerez pas, jubilait Peter. Vous donnez votre langue au chat. Son fol orgueil l'entraînait trop loin, et les gredins firent l'occasion d'en profiter. Oui, oui, répondirent-ils. Je suis Peter Pan. Pan, en un instant, Crochet fut redevenu lui-même, et Smee et Starkey se fidèles acolytes. Nous le tenons, cria Crochet. Allô, Smee, Starkey, veille au bateau. Prenez le mort ou vif. Il bondissait de joie. Au même instant, la voix joyeuse de Peter se fit entendre. Vous êtes prêts, les gars? Oui, oui, répondit-on de tous côtés de la lagune. Alors, à l'attaque, rentrez-leur dans le chou. Le combat fut bref, mais âpre. Le premier à répandre le sang ce fut John, qui grimpa hardiment dans la barque et s'empoigna avec Starkey. Après une lutte sauvage, le coutelas fut arraché des mains du pirate, qui passa par-dessus bord, suivi de John. Et le canot partit à la dérive. Ça et là, une tête jaillissait hors de l'eau. Une lame jetait son éclat acier. C'était alors des aïe, des youpies, et dans la confusion, on s'en prenait parfois à ses propres alliés. Le tire-bouchon de Smee atteignit la guigne à la 4e côte. Mais l'Irlandais fut à son tour transpercé par la frisée. Un peu plus loin, Starkey serrait de près la plume et les jumeaux. Et pendant ce temps-là, Peter se demandait comment corser la partie. La bande n'était composée que de garçons courageux, et l'on ne saurait le blâmer d'avoir reculé devant le capitaine des pirates. Sa griffe de fer décrivait autour de lui un cercle d'épouvantes que tous fouillaient comme des poissons affolés. Un seul parmi eux n'avait pas peur et se préparait à entrer dans ce cercle. Curieusement pourtant, la rencontre n'eut pas lieu dans l'eau. Crochet se hissa sur le crochet pour souffler un peu. Au moment même où Peter escaladait l'autre côté, le rocher était plus glissant qu'un œuf, et il fallait ramper plutôt que grimper. Chacun ignorait que l'autre approchait, et cherchant une prise où s'agripper, leurs bras se rencontrèrent. De surprise, tous deux levèrent la tête. Leurs visages se touchèrent presque. Ils étaient nez à nez. Certains héros, et non des moindres, ont reconnu qu'ils s'éprouvaient toujours un moment de trac avant de se mettre à l'ouvrage. Que Peter ait ressenti une pareille faiblesse c'eût été parfaitement excusable. Après tout, il avait devant lui le seul homme qui ait jamais redouté le cuistot des mers. Mais il n'en fut rien. Peter n'éprouvait que de la joie, et il souriait de toutes ses dents de lait. Prompt comme l'éclair, il saisissait le poignard à la ceinture de Crochet et alla la replanter à sa place, quand il s'aperçut que l'ennemi était plus bas que lui sur le rocher. Profiter de cet avantage n'eût pas été de bonne guerre. Peter tendit donc la main au pirate pour l'aider à monter. Ce fut alors que Crochet le mordit, bien plus que la douleur elle-même. Ce procédé déloyal laissa Peter hébété, complètement désarmé. Il contemplait l'adversaire avec des yeux horrifiés. Tous les enfants éprouvent cette révolte la première fois qu'on les prend par traîtrise, lorsqu'ils viennent vers vous pour vous appartenir. Ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous vous comportiez loyalement. Si vous trichez, ils vous aimeront encore, mais ne seront plus jamais les mêmes. Aucun enfant ne guérit jamais de cette première trahison. Aucun hormis Peter qui en faisait souvent l'expérience.
mais oubliait toujours. Je suppose que c'est cela qui le distinguait vraiment des autres. Ainsi, en ce moment, tout se passait comme s'il en était à sa première expérience. Il resta là, les yeux écarquillés, incapable de se défendre. À 2 reprises, la main de fer le griffa, et peu après, le garçon fit crochet dans l'eau, nageant désespérément vers son bateau. Son affreux visage ne reflétait aucune joie, seulement la peur, une peur atroce, car le crocodile le poursuivait avec acharnement. En temps ordinaire, les garçons les auraient accompagnés en prodiguant des encouragements, mais ils se sentaient vaguement inquiets de ne plus voir ni Peter ni Wendy, et ils se mirent à les chercher dans toute la lagune en criant leur nom. Ils trouvèrent le canot des pirates et s'y embarquèrent pour regagner la rive sans cesser d'appeler Peter et Wendy. Seul le rire moqueur de sirène leur répondit. Ils ont dû repartir à la nage ou en volant, conclurent-ils. À vrai dire, ils avaient une telle confiance en Peter qu'ils ne s'inquiétaient pas outre mesure. Ils gloussaient comme des polissons à l'idée qu'ils seraient en retard pour le coucher. Mais aussi, c'était la faute de maman Wendy. Leurs cris s'éteignirent et le silence glacé retomba sur la lagune. Soudain, un faible cri s'éleva. « Au secours! Au secours !» De petites formes battaient contre le rocher. La fillette était évanouie. Le garçon la portait dans ses bras. Dans un sursaut de désespoir, Peter poussa Wendy sur le rocher et s'allongea près d'elle. Près de s'évanouir à son tour, il vit encore que la marée montait. Bientôt tous deux seraient noyés, mais il ne pouvait rien faire de plus. Comme ils s'étaient étendus à côte, une sirène vint saisir Wendy par le pied et la tira furtivement dans l'eau. Peter, sentant sa compagne glisser, se réveilla en sursaut, et n'eut que le temps de la remaner sur le rocher. Mais il fallait lui dire la vérité à présent. Nous sommes sur le rocher, Wendy, mais la place rétrécit. Bientôt la mer l'aura entièrement recouvert. Elle ne comprit pas sur le coup. Il faut rentrer, dit-elle joyeusement. Oui, répondit-il à moitié défaillant. On nage ou on vole, Peter. Il devait lui faire comprendre. Te sens-tu capable de nager ou de voler jusqu'à l'île, Wendy? C'est loin, Wendy. Elle dut reconnaître qu'elle était trop fatiguée. Il gémit. Qu'as-tu? S'inquiéta-t-elle aussitôt. Je ne peux pas t'aider. Crochet m'a blessée. Je ne peux ni nager ni voler. Nous allons être noyés tous les deux. Regarde comme l'eau monte. Ils se mirent, les mains sur les yeux pour ne plus voir le danger. Ainsi bientôt, il ne serait plus, comme il demeurait ainsi immobile, assis immobile. Une chose plus légère qu'un baiser effleura Peter, et se tint là, comme pour demander timidement « Puis-je vous être utile ?» C'était la queue d'un cerf-volant que Michael avait confectionné quelques jours plus tôt. Le jouet s'était échappé de ses mains et s'était éloigné en planant. Le cerf-volant de Michael, dit Peter d'un ton morne, mais l'instant d'après, il saisit vivement la corde et se mit à tirer dessus. Michael s'est envolé avec, s'écria-t-il. Pourquoi pas toi? Tous les deux, Peter. Non, le cerf-volant ne peut pas nous emporter tous les deux. Michael et le frisier ont déjà essayé. Alors tirons au sort, dit bravement Wendy. Avec une femme, jamais. Déjà, il avait ceint la corde autour de la fillette. Elle s'accrocha à lui, refusant de l'abandonner. Mais il la poussa hors du rocher. Au revoir, Wendy. En quelques minutes, elle disparut de sa vue et il se retrouva seul sur la lagune. La partie émergeait du rocher rapetissait à vue d'œil. Bientôt, elle disparaîtrait à son tour. De pâles rayons de lumière léchaient la surface des eaux. De temps à autre s'élevait un son, le plus musical et mélancolique du monde. Les sirènes pleuraient à la lune. Peter n'était pas tout à fait comme les
les autres garçons. Mais enfin, il eut peur. Une crainte profonde le parcourut comme un frisson court sur l'eau. Mais sur la mer, un frisson succède à l'autre, et des centaines d'autres le suivent. Peter, lui, ne sentit que le premier. L'instant d'après, il se dressait à nouveau, sur la pointe du rocher avec ce fameux sourire sur son visage, et un tambour battant dans sa poitrine. Et ce tambour disait « Mourir, ça, c'est une aventure !» Voilà les amis, pour ce chapitre, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.